Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Emmanuel Toussaint. Je vais vous parler aujourd'hui d'un produit qui remonte à très longtemps, mais qui est encore chez nous et qu'on est même devenu une spécialité dans notre région, le pain d'épices. Si on doit parler des origines du pain d'épices, on se rend compte que ça remonte à la période antique. L'histoire du pain d'épices a commencé à cette époque. C'était la première référence qu'on peut retrouver du pain d'épices, c'est au temps des Égyptiens, et c'était à l'époque un simple pain qui était cuit avec des herbes aromatiques, quelques épices, et qui était surtout enrobé de miel. Le miel restera toujours le dénominateur commun dans le pain d'épices, on le verra un petit peu plus tard. À cette époque-là, et selon la mythologie des Égyptiens, des Grecs, des Romains et des Teutons, le peuple germanique, le miel était un cadeau des dieux. On découvrira après que c'est finalement les abeilles, mais la Bible parle également de terre promise où coule le lait et le miel, et c'est comme ça qu'on explique que dans les temps anciens, le miel était attribué à un don divin pour en avoir des effets curatifs et vivifiants. Finalement, on disait que le miel était le premier antibiotique ou un des premiers antibiotiques de l'époque. Il y a encore sur le miel, je ne vais pas dire cette croyance, mais parce que c'est avéré, mais une certaine spéculation. Il y a certains miels qui ont un coût exorbitant justement pour ces choses-là. On trouve également dans l'ancien temps plusieurs références à un pain sucré avec du miel. Alors pour les Grecs et notamment pour Aristophane, il fait mention du. Alors le terme était le melitunta, qui était à base de farine de sésame et enduit de miel. Pour eux, les Romains, c'est le panis mellitus, c'était un pain frit qui était arrosé de miel. Mais on ne peut pas dire que ça correspond au pain d'épices qu'on connaît aujourd'hui. C'était vraiment des précurseurs, c'était pas ce qui correspondait le plus à ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui correspond le plus à ce qu'on connaît aujourd'hui, elle vient de l'Asie. Ça a été mis au point là-bas pour les empereurs de la dynastie Tang aux alentours au Xe siècle, et on retrouve petit à petit des mentions dans des textes du XIIIe siècle. C'était le pain des guerriers. On verra par la suite que finalement le pain d'épices a malheureusement toujours accompagné les guerres, et ça a même permis de le développer. Donc c'était les cavaliers de Gengis Khan que vous voyez à l'image, et le produit s'appelait le Mekong. Donc on voit bien que c'est un mélange déjà de plusieurs cultures, plusieurs époques, qui a amené petit à petit à ce produit. Et puis comment il est arrivé chez nous, on va y arriver petit à petit, en tout cas comment il est arrivé en Europe, encore une fois par la guerre malheureusement, lors des croisades au XIIIe siècle, et c'est comme ça que les Européens ont petit à petit ramené le produit en Europe. Et notamment, c'est en Allemagne qu'on retrouve les premières traces. On appelait ça le Lebkuchen là-bas, c'est le terme du pain d'épices. On le retrouve notamment à Nuremberg. On le retrouve plutôt pas mal sur l'Allemagne, mais à Nuremberg, c'était devenu le produit à tradition, le produit qu'on trouvait notamment lors des marchés de Noël. Et puis en France, petit à petit qui arrive en France, la ville qui était le plus reconnue pour le pain d'épices à l'époque était Reims. Grâce à son miel qui est encore réputé aujourd'hui, et un savoir-faire qu'avaient à l'époque les artisans, les fabricants du coin. Les Rémois étaient d'ailleurs baptisés, pour l'anecdote, les mangeurs de pain d'épices. Pour que ça arrive en Bourgogne, c'est une série d'événements. En fait, en 1452, le duc de Bourgogne, Philippe III le Bon, il déguste le pain d'épices pour la première fois, ça ressemblait à une galette. Il le déguste à Courtrai en Belgique. À l'époque, la France était divisée en plusieurs royaumes, et en fait, souvent, c'était des alliances qui permettaient de prendre le dessus sur un autre territoire, et ainsi de suite. Et à cette époque-là, on était allié la Bourgogne était alliée au territoire de la Flandre, et c'est comme ça que Philippe III, par Marguerite de Flandre, a ramené le pain d'épices à Dijon. Pour autant, les vrais premiers pains d'épices, on le retrouve en tout cas dans les textes, c'est toute la complication de la recherche que j'ai faite, c'est que pas beaucoup d'infos sur le pain d'épices. Le peu qu'on a, en tout cas, nous dit que c'est en 1711 qu'on a vraiment vu les premiers pains d'épices à Dijon. Il y en avait sûrement avant, mais en tout cas, il n'y a pas de traces là-dessus. Voilà. Sa réputation, par contre, elle s'est faite vers la fin du 19e siècle. Il a la réputation d'être le pain d'épices le plus fin du territoire, en tout cas de la France. À ce moment-là, on était passé devant les Champenois. Bien qu'on découvrira par la suite, on découvrira déjà à ce moment-là, il y a vraiment 3 endroits où on fabrique du pain d'épices, en Champagne, en Alsace et donc en Bourgogne. Ce qui amènera forcément un peu à une guerre des territoires à ce niveau-là. Qui fait le meilleur pain d'épices?
c'est largement encore d'actualité aujourd'hui. Alors, à Dijon, on va prendre, je vais faire à moitié chronologiquement, je vais revenir sur certains points après, mais en 1911, il y avait donc 12 fabriques qui employaient 170 personnes et qui produisaient 3 tonnes par jour. Pour être fabricant de pain d'épices, produire 3 tonnes par jour, c'est énorme. Et c'est la maison Philbé, en fait, qui a été créée en 1895, qui s'est développée pendant la guerre de 14-18 en fournissant les desserts de base des soldats. En fait, déjà à partir de Napoléon et sa grande armée qui, on va dire, voyageait beaucoup en Europe, avait besoin de transporter des vivres, évidemment. C'est son maréchal de la logistique, qui était le maréchal Berthier, qui a organisé ça. Il a trouvé que le pain d'épices, et déjà, autant comme on l'a vu de Gengis Khan, pardon, on transportait très bien le pain d'épices. Pourquoi? Parce que c'est peu onéreux, parce que ça tient bien, parce que ça peut vieillir très longtemps. Le miel est un excellent conservateur, si on y met un peu de sucre aussi. Et donc ça se transportait bien. La légende du pain d'épices selon les soldats était quand même qu'il fallait taper à coups de crosse sur le pain d'épices pour saisir un morceau et le manger. Donc il avait malheureusement déjà un peu la réputation d'être sec à l'époque. Ça continue un petit peu. Mais donc en 14-18, on a encore une fois fait cela. Pour l'anecdote, pour les Dijonnais ou ceux qui le savent, il y avait la biscuiterie de Pernod qui était rue Courtépée à Dijon. Il y a toujours ce bâtiment qui est magnifique. C'était une énorme usine qui fournissait également un biscuit qu'on appelait le piou-piou. En 14-18, je pense que ça peut s'expliquer Dijon par la proximité qu'il y avait avec le front à l'époque qui allait des Flandres jusqu'à l'Alsace. Voilà pour Dijon. Aujourd'hui, à Dijon, en 1940, après la guerre, donc là ça a explosé. Il y avait donc 14 usines à ce moment-là, ça occupait 300 ouvriers, ça produisait 25 tonnes par jour. Là encore, c'est vraiment énorme, même les chiffres m'ont surpris quand je les ai appris parce que on se rend compte qu'on en fabriquait vraiment, que ça s'est démocratisé et qu'il y avait ça dans beaucoup de foyers en France en tout cas. Évidemment, il y a eu une chute pendant la Seconde Guerre mondiale, la production de pain d'épices a baissé, mais il y avait encore des fabriques. Et puis est arrivé à ce moment-là les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses ont fait beaucoup de mal puisque les industriels ont pris le pouvoir au détriment des artisans et les grosses maisons mangeaient petit à petit les petites maisons. Aujourd'hui, comme vous le savez, si je dois parler uniquement de Dijon, la ville, il n'y a plus qu'un fabricant dans Dijon même, qui est la maison Mulot et Petit-Jean. Bon, nous, on est à quelques kilomètres, mais j'en parlerai plus tard. J'ai fait une connerie. Je ne suis plus à l'écran. Bon, attendez, il faut peut-être me débrouiller. Je peux tout accepter. C'est pas moi, en fait. Virement de Allez, alors, la deuxième partie, c'est de vous parler du côté artisanal du produit, de son savoir-faire et de l'origine des ingrédients. Comme on l'a vu, c'est passé par beaucoup d'endroits et finalement, en fait, ce qui a permis de démarrer le pain d'épices, pour le pain, c'est vraiment le produit le plus ancien, un des produits les plus anciens, des denrées alimentaires les plus anciennes, et c'est la rencontre du miel et des épices qui a permis d'amener à ce produit-là. Vous noterez qu'on peut dire pain d'épices sans S, pain d'épices avec un S, pain aux épices, voilà, tout se défend. L'origine des épices, plutôt dans l'Orient et en Asie, ça remonte évidemment à des milliers d'années. Ce sont les Arabes, puis les Grecs et les Romains qui le ramènent d'Extrême-Orient jusqu'à Venise pour ensuite les redistribuer dans toute l'Europe. Évidemment, comme tout produit à la fois nouveau, à la fois rare, la spéculation va bon train et c'était ce qui coûtait évidemment le plus cher dans ce produit-là. Déjà que le miel était un produit pour les dieux, imaginez que si on avait les épices, c'était vraiment le produit, on était au top niveau si on pouvait avoir du pain d'épices. Ça raflait sa valeur, on faisait des produits extrêmement chers qui n'étaient destinés qu'aux palais royaux et monastères. C'était à ce moment-là pas encore du tout un produit, je dirais, pour le peuple, pour la population, pour le commun des mortels. Sauf dans les armées, comme on l'a dit. J'ai marqué un savoir-faire pas si unique. Au départ, ça devait être un savoir-faire unique. Moi, je trouve qu'il n'est pas si unique dans la mesure où on se rend compte que c'est un melting pot de savoir-faire qui a permis d'avoir un produit qu'on a aujourd'hui. Et même si on doit encore se baser à l'instant T, si vous faites un pain d'épices, que je fais un pain d'épices, que vous faites un pain d'épices, on va sûrement pas faire le même et pourtant on va pouvoir le trouver bon, moins bon, etc. Donc c'est pas un savoir-faire unique. Je casse un petit peu l'image, mais pour moi c'est la vérité. De même que les Romains, vous connaissez un genre de pain d'épices qui s'appelait Ipanis noti cusi, ou un biscuit de mer qui était frit recouvert de miel.
le fait qu'un pain soit frit avant qu'on l'enrobe de miel, on voit bien que ça n'a plus rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Le pain d'épices n'est plus du tout un produit comme cela. Le pain d'épices tel que nous connaissons, comme on l'a vu, c'était le mikongi, et celui-là était réalisé à base de farine de froment, donc de la farine de blé, de miel parfumé de plantes aromatiques. Et c'est là qu'on est cuit au four. C'est bien sûr là qu'on se rend compte que c'était finalement, au XIIIe siècle, le pain qui se rapprochait le plus de ce qu'on a aujourd'hui. En termes de culture, autour du pain d'épices, qu'est-ce qui en a fait sa culture? Je pense que vous avez tous vu ou entendu parler d'Hansel et Gretel. Alors, super publicité pour le pain d'épices, pour le coup, c'est une sorcière qui veut manger des enfants qui les attire dans une maison de pain d'épices. Pour autant, il vaut mieux vous faire parler de soi que pas du tout, donc le pain d'épices en a énormément bénéficié. C'était donc en 1812 Jacob et William Green qui publient ce fameux merveilleux conte d'Hansel et Gretel. C'est comme ça que sont nées les maisons de pain d'épices. Pour reprendre le point juste au-dessus, comme on l'a vu plusieurs fois, encore une fois, le pain d'épices était considéré comme un produit de luxe, offert à des cadeaux comme des mariages, des baptêmes et les fêtes religieuses, Pâques, Noël, etc. Voilà. Il n'y a pas qu'Hansel et Gretel, même si on voit encore des maisons, il y a aussi le fameux Gingerbread Man. Et ça, on l'attribue à l'impératrice Élisabeth Ier d'Angleterre, qui voulait décorer des gingerbread à l'effigie de ses invités. C'était une note de marque de recevoir les personnes comme ça, ils partaient avec leurs biscuits, ils pouvaient se manger eux-mêmes dans ce cas-là. C'est quelque chose qui perdure encore, on le voit bien, c'est même une activité qu'on fait souvent faire aux enfants. Ça va vraiment quelque chose qui traverse les siècles. On reconnaît aussi Saint Nicolas, qui était donc un archevêque missionné à Londres à des fins humanitaires. Il était issu d'une famille très riche en Turquie. Et le 6 décembre, on offre traditionnellement un personnage Saint Nicolas assez proche. Ce qui est très marrant, c'est que souvent, quand on offre à Saint Nicolas, il ressemble un petit peu au Père Noël. Alors qu'il n'y a pas trop de jeunes dans la salle de pouvoir le dire. Le Père Noël n'existe pas, donc Saint Nicolas a bien existé. Et pour autant, on voit bien que le Père Noël, aujourd'hui, est bien plus puissant que notre pauvre Saint Nicolas. Les marchés de Noël alsaciens, bien qu'on soit en Bourgogne, je dois mentionner les Alsaciens. Pourquoi? Parce que pour moi, pour nous, et ce qu'on peut constater sur le marché du pain d'épices aujourd'hui, c'est que c'est vraiment là-bas que sont le plus perpétuées les traditions du pain d'épices. J'ai beau être très fier des Dijonais bourguignons, il faut savoir reconnaître quand quelqu'un nous est supérieur, et pour le coup, l'Alsace est très forte là-dedans. Si vous avez eu le plaisir de faire le marché de Noël, notamment à Colmar ou dans d'autres villes, même Strasbourg, c'est féerique, et pour le coup, on est enchanté qu'on n'aime pas le pain d'épices, on a envie d'en manger parce que tout y est. Voilà. Alors j'avais mis un « et vous, quelle est votre image du pain d'épices en 2024 ?» Je sens que c'était un échange question-réponse. On pourra en parler après, puisqu'il y aura potentiellement des questions, mais moi je serais très intéressé de savoir si vous, en 2024, vous consommez du pain d'épices. Tiens, est-ce qu'on peut se faire un main levée rapidement? Qui consomme du pain d'épices plus d'une fois par an? Plus de 10 fois par an. Voilà, c'est tout le malheur. Non mais c'est très intéressant parce que même nous on se pose toujours la question, on va le voir, mais ça a beaucoup changé. C'est d'ailleurs le prochain thème qui est donc l'évolution du pain d'épices. Comment on le consomme aujourd'hui, comment on l'accompagne. On va voir que les choses ont beaucoup changé. Ce qui a fait changer le pain d'épices, en tout cas, c'est qu'avant, comme on l'a dit, c'était un produit qui était autrefois réservé à une certaine noblesse, clergé, etc., monastère. Finalement, aujourd'hui, c'est un produit qui est à la portée de tout le monde. Pourquoi? Tout simplement parce que son prix n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant. À mon grand malheur, quand vous allez dans une grande distribution au mois de décembre, vous avez des têtes de gondole avec du pain d'épices à 2 € les 500 grammes. On n'est pas du tout sur ce qui se fait normalement chez les artisans, et finalement, il suffit de lire la composition pour se rendre compte pourquoi c'est comme ça. Il n'y a même plus de miel, c'est 100% de sirop de glucose fructose qui fait le produit. Forcément, je pense que ça n'aide pas à participer au fait que les gens vont goûter et dire « Waouh, c'est super bon, vivement j'en prenne ». Voilà, on fait plus plaisir à mamie à Noël en disant « Bon, t'as vu, j'ai mangé ton pain d'épices », que comme ça. Bon, c'est ma perception, encore une fois, on peut ne pas avoir la même, je respecte évidemment. Comment on le consomme aujourd'hui? Finalement, la manière la plus noble, je dirais, dont il est consommé, c'est souvent dans des grands restaurants, dans des restaurants où on va l'accompagner, évidemment du foie gras. Ça, c'est le grand classique qui est venu avec la tendance sucré-salé qui s'est renforcée depuis plusieurs décennies maintenant. Le sucré-salé a une place importante, le pain d'épices et le foie gras. D'ailleurs, je conseille une petite confiture de mangue dessus, c'est délicieux. Vous l'avez aussi en galette de pain d'épices avec le fromage.
Il se marie donc beaucoup plus avec d'autres produits que ce qu'on faisait à l'époque. À l'époque, le produit avait un côté tellement neutre qu'on le consommait tout seul, c'était déjà voilà, très, très cher, donc on ne pouvait pas non plus rajouter du foie gras. C'est là qu'on voit qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'abondance évidemment dans ce qu'on a, on se rend bien compte qu'on ne mange plus à la même fréquence certains aliments par rapport à, rien que je prends la génération de mon père, c'est plus pareil. Évidemment, la maison de pain d'épices est restée, merci Ansel et Gretel. On le retrouve aussi dans des bûches, vous pouvez l'avoir dans des poires pochées, vous pouvez l'avoir avec du saumon, ça se marie très bien avec du saumon et un fromage frais, maison ou alors tout simplement. Et finalement, c'est donc sa symbolique qui est question aujourd'hui. Est-ce que pour vous, du pain d'épices, c'est plutôt quelque chose de très artisanal, comme le pain d'épices que vous avez sur votre droite, qui fait penser à un pain d'épices de pâtissier, de boulanger, ou est-ce plutôt quelque chose qui ressemble à ce packaging brossard, pain d'épices au miel, qui peut-être ne contient pas de miel. Je connais son Nutri-Score à celui-là. Mais voilà, une fois c'est l'échange question-réponse, je ne vous embête pas là, mais si après vous souhaitez discuter de ça, avec plaisir, c'est très intéressant. Le pain d'épices aujourd'hui, quelle symbolique il a? Et bien, là où il fait le plus fureur, finalement, c'est souvent au cinéma. Pour ceux qui ont vu Shrek, nous avions donc Petit Biscuit, sauvé un peu plus tard dans le film par, j'ai plus son nom, mais Grand Biscuit, je vais l'appeler comme ça. On le retrouve également dans la pop culture avec les jeux vidéo. Pour les jeunes parents, on n'a pas d'imagination pour habiller son enfant à Noël. On voit bien les pubs de Noël, pourquoi pas cette tenue-là. Voilà. Je suis allé un peu vite sur toute l'histoire du pain d'épices. Je ne vous l'ai pas fait forcément avec un prisme historien que je ne suis pas, mais plutôt avec un prisme de commerçant et artisan de ce produit-là. Sur le pain d'épices, on parlait tout à l'heure de son bien-être. Je vais vous dire pourquoi ça s'est perpétué dans le temps, ou en tout cas il y avait ce mythe-là. En 1814, un marchand parisien du nom de Picholet avait un en-tête de facture qui disait ceci. Picholet, marchand de pain d'épices, vend le véritable pain d'épices de Reims, de toutes les sortes. Il vend le pain d'épices pour faire sortir les vers, le tout par en bas, pour les enfants et les grandes personnes, et en mangeant le matin à jeun, buvant aussitôt un verre de blanc. L'avantage, c'est qu'on a les deux en Bourgogne. C'est pour vous donner ça. Je vais vous en donner une autre, ça c'est un poil plus sérieux. Nicolas Abraham, c'était le médecin d'Henri IV puis de Louis XIII, qui écrivait dans le gouvernement nécessaire à chacun. On parlait tout à l'heure aussi de publicité. Excusez-moi, l'orthographe que je vais avoir, c'est l'orthographe de l'époque. On fait à Reims de bons pains d'épices avec farine de seigle, miel et un petit de poivre ou de cannelle. Aucun opinion que les femmes lyonnaises, auvergnoises, champenoises et spécialement les dames de Reims, pour user ordinairement de ce pain, sont rendues belles et ont un beau teint et le corps robuste et succulent. Ça, c'était ce qui se disait à l'époque là-bas. On doit parler vraiment sérieusement là-dessus. Déjà à cette époque-là, pour reprendre le thème de l'intervenante précédente, la publicité a toujours joué un rôle majeur, les mythes qui étaient associés. Si le produit a été un moment dans cette optique que ce soit un produit ultra riche, le miel n'était pas forcément le produit le plus cher à l'époque, mais comme il était associé au produit de Dieu, évidemment, sa valeur avait explosé. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher de finir sur une touche humoristique. Au Texas, évidemment, c'est aux États-Unis, en 2013, il y a quelqu'un qui a fabriqué la plus grande maison de pain d'épices. Elle fait donc 1100 mètres carrés, si certains veulent aller la visiter, et a 36 millions de calories. Ce sont des chiffres réels, je me suis pris à 2 fois pour vérifier. Et évidemment, en Allemagne, on a le plus long pain d'épices du monde qui a été réalisé par un boulanger en 2008. Il y avait 645 mètres. Ça fait beaucoup de pain d'épices, mais aussi, j'ai pas compté le nombre de calories, mais il y en avait. Voilà. C'est une image d'intelligence artificielle, c'est évidemment un fake, mais c'était pour imager. Et connaissant la matière du pain d'épices, je suis sûr que la maison de pain d'épices n'est pas aussi jolie que celle qu'on voit à l'écran, c'est aussi intelligence artificielle. Mais voilà. Et je voulais tout simplement vous remercier, remercier l'équipe du colloque. Je ne peux pas m'empêcher de faire un petit peu de pub quand même pour la maison. On est fabricant à Arcelot exactement. L'histoire remonte à 1996 puisque mon père était boulanger avec des boulangeries à Dijon. Et un jour dans ces boulangeries, comme bon gourmand qu'il est, il a dit « Moi je trouve que le pain d'épices c'est trop sec, je vais y rajouter un petit peu de beurre ». Il a rajouté du beurre et ça lui a permis de remporter la médaille d'or du pain d'épices en 2008 à Dijon. À l'époque ça s'appelait pain d'épices, aujourd'hui notre produit s'appelle gâteau aux épices.
Maintenant, ça s'appelle pain d'épices. Pardon, avant ça s'appelait pain d'épices, et il a eu la médaille d'or comme ça. Aujourd'hui, on s'appelle gâteau aux épices. Et c'était en 2008, c'est ce qui a permis derrière la création de la Maison Toussaint, fabricant de pain d'épices, gâteau aux épices, comme vous l'aurez compris, biscuits, meringues. On a une boutique dans Dijon qui a ouvert il y a 2 ans rue Piron. À Noël, écoutez, on fait de très belles étoiles en gâteau aux épices. On a également des biscuits de Noël qui sont finalement un peu le ménelleux alsacien. On est vraiment sur les épices. Le beurre, évidemment, enfin le salé. Et enfin, nous avons ouvert une boutique il y a quelques mois à Beaune, en plein centre. Donc vous êtes les bienvenus, et surtout on a un concept qui est le comptoir de fabrication, le comptoir de dégustation. Il y a une vraie tendance quand même si les gens consomment encore du pain d'épices aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est un produit qui soit sexy, c'est-à-dire que ça ne fait pas rêver les gens. Nous, c'est ce qu'on constate sur le marché du pain d'épices généralement. Le produit est plutôt à la baisse qu'à la hausse de manière générale sur le marché, parce que les industriels ont trop détruit ce produit, et évidemment, comme il est moins bon, on a moins envie de le consommer, et puis il est moins rare. Nous, on a un comptoir de dégustation qui permet aux gens de venir redécouvrir ce que c'est que le pain d'épices. Je n'ai pas amené de comptoir de dégustation, mais j'ai amené des gâteaux aux épices pour les curieux de nous faire déguster. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Et donc, si dans la salle il y a des questions, je vous en prie. Ah bah. Bon, allez-y. Je voulais savoir si vous aviez, dans vos recherches historiques, retrouvé des recettes de pain d'épices historiques et si vous avez tenté de les reproduire pour voir à quoi ça ressemblait, si ça avait évolué. En toute sincérité, je me suis pris un peu tard pour faire cette présentation. Je ne sais pas qui a envoyé le document, mais j'ai fait un peu tard. Donc non. Par contre, effectivement, moi je reconnais que je ne connaissais pas du tout ça. Je suis né dans l'alimentaire, je suis né entre guillemets dans des boulangeries, je suis passionné de l'alimentaire, mais je ne connaissais pas toute l'histoire, tout le mythe. Je savais que c'était un produit, qu'on associe au miel, mais non, je ne savais pas ça. Donc, sincèrement, ça a beaucoup attisé ma curiosité. Je ne peux pas trop en dire parce qu'évidemment, on ne veut rien dévoiler, mais ça m'a donné des idées pour le futur. Voilà. Bien que le problème de beaucoup de pain d'épices de l'époque, et ce n'est pas une critique, c'est simplement les goûts qui ont changé. Avant, le produit était très sec parce qu'on ne mettait pas de matière grasse. Je veux dire, avant, c'était les épices qui coûtaient cher, c'était pas le beurre ou les œufs. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les œufs et le beurre coûtent une fortune et les épices coûtent, soit sur le plan du safran, c'est pas très cher. Mais pour répondre à votre question, oui, ça a donné des idées, donc on verra ça plus tard. Merci. Moi, c'est plutôt une question sur l'idée de la création du pain d'épices, comme vous avez dit, et du miel qui permet la conservation, et les épices aussi à l'époque servaient de conservateur. Et de savoir si au départ c'est un pain qui était gourmand et qui, du fait de sa composition, se conservait bien, donc on a utilisé ça par exemple pour les soldats, ou à l'inversement, c'est un pain qu'on a créé pour qu'il soit bien conservé et on a utilisé ce pain pour ses propriétés gourmandes. Moi, je vais vous répondre encore une fois en toute sincérité parce que je ressens en fonction de ce que j'ai lu et vu. Je pense que surtout, on sait que le miel est vraiment un conservateur superbe. Les épices, oui, je crois sur parole, ce que je sais, c'est qu'on met peu d'épices en général. Parce que dès qu'on met des épices, le produit n'est plus apprécié. Alors, je ne sais pas comment c'était à l'époque, je n'ai pas goûté, je n'ai pas produit des recettes. Je ne sais pas. Très honnêtement, pour rebondir après, peut-être que les recettes étaient différentes, parce qu'au temps médiéval, les goûts étaient beaucoup plus marqués avec des épices beaucoup plus. Ah oui, mais alors là, je rejoins, aujourd'hui on lisse tout. Voilà, alors qu'à l'époque, les goûts étaient très forts, les produits étaient plus nobles, plus propres. On le voit bien, je ne peux rien à voir, mais vous regardez des tomates, il y a beaucoup de sujets pendant l'été, les tomates de variété ancienne n'ont rien à voir avec les tomates d'aujourd'hui. Donc oui, mais je ne peux pas savoir. Et surtout, c'était le seul sucre existant à l'époque. À part la canne à sucre, qui était le 13e en Espagne, on a de la canne à sucre, donc le sucre de canne. Mais sinon, en Europe occidentale, le seul sucre, c'est le miel, le sucre de betterave ou le miel. Oui. Donc, il n'y a pas trop le choix. Et lui, non mais vraiment de l'enlever, ça permet aussi de mettre une couche dessus. Oui, je vous rejoins, le produit se conserve très bien, mais ça posait quand même problème dans les armées napoléoniennes. C'est d'ailleurs comme ça, pour l'anecdote qu'est née la conserve, c'est que pour conserver des produits qui sèchent beaucoup moins, on a créé la conserve à ce moment-là, qui permettait évidemment de transporter encore mieux les produits, de mieux les conserver. Ça se continue, etc. Oui. Donc le fait que vous ne puissiez plus l'appeler, vous ne vouliez plus l'appeler pain d'épices, est-ce que c'est à cause du beurre ou c'est pour d'autres raisons On va dire ça, oui, c'est à cause du beurre. Mais à l'époque, on reçoit la médaille d'or du pain d'épices, c'est un pain d'épices, on est noté comme un pain d'épices. Mais à ce moment-là, mon père était un boulanger local, donc ça gêne personne. Et puis, une fois que vous en faites un peu et que les gens commencent à l'aimer,
voilà, naturellement, évidemment, vous avez des instances, des autorités qui viennent dire attention, il y a un texte qui dit qu'il faut respecter un certain taux de matière grasse, et nous, on ne le respecte pas, on y met du beurre. C'est tout. On fait du pain d'épices aussi, hein. On en fait. Voilà. Et d'ailleurs, nous, on recommande notre pain d'épices pour accompagner le foie gras plus que notre gâteau aux épices. Ce sera dans ce cas-là un peu trop riche. Voilà. Associer du beurre à du foie gras, on a vu mieux. Donc, on conseille plutôt notre pain d'épices pour accompagner du foie gras. Maintenant, comme vous l'avez vu, les goûts évoluent en permanence. Quand mon père fait ce produit, il le fait un peu innocemment. Hein. Il fait parce qu'il dit que ça va plaire et ça a plu. Voilà, on ne fait pas. Mais c'est pour avoir un côté forcément un peu décalé. Voilà. Quand je vois du pain d'épices en grande distribution qui s'appelle pain d'épices, qui n'a pas de miel dedans, qui est vendu, excusez-moi, à 2 €, alors c'est bien que ce soit pas cher, mais en même temps, il n'y a plus rien dedans et que ça dégoûte les gens, ça me va très bien de m'appeler gâteau d'épices. C'est autorisé, ça, non? De s'appeler gâteau aux épices? Non, mais de marquer comme brossard, pas d'épices au miel, sans miel. Ah oui, c'est vrai, ça doit y avoir des En tout cas, il y a des failles. A priori, non. Bah oui, a priori non, mais il y a plein de choses qui ne sont pas autorisées dans l'alimentaire et finalement, ça passe. Hein. Par les lobbies, parce qu'on évoquait ça à la table ce midi, voilà. Mais il y en a vraiment qui marquent ça. Il n'y a pas dedans, voilà, ce qu'ils disent. Parce qu'il y a plein de types de miel. Il y a différents types de miel et je pense qu'ils jouent là-dessus. Voilà. Mais je ne suis pas allé creuser c'est pas mes concurrents, c'est pas du tout mes concurrents directs. Nous, on est une société de 10 personnes, hein, on n'est pas du tout dans la bataille juridique. On essaye de plaire par les émotions plus que par les textes du produit. Voilà. Oui. Est-ce qu'il existe des AOC ou des choses comme ça pour le pain d'épices? Pas à ma connaissance, il y a. Non, pas à ma connaissance, on ne peut pas faire ça. Même les nonnettes, nous on a sorti une gamme de nonnettes il y a 3-4 ans maintenant. Je pensais que c'était protégé, ça ne l'est pas, il faut simplement respecter certaines choses dans la recette. Pas faire quelque chose de déviant, mais non. D'ailleurs, je trouve que ce serait bien, il faudrait réunir un jour tous les fabricants de Dijon, parce qu'il y a Mulot et Petit-Jean, mais il y a la société Apidis qui est un énorme apiculteur en Côte d'Or, il y a tous les apiculteurs qui fabriquent du pain d'épices dans le coin. D'ailleurs, ça restera toujours, le pain d'épices d'apiculteur restera toujours le pain d'épices le plus frais. Il a 0 conservateur, par contre, au bout de 3 semaines, il est plus mangeable. C'est une brique souvent, mais par contre, voilà, il faudrait réunir tous ces gens-là autour de la table pour discuter et faire quelque chose à Dijon. Je trouve que ça manque à Dijon. On devrait avoir une journée, je sais pas, une journée nationale, municipale du pain d'épices. Et puis vous avez tous les fabricants de la personne qui le fait chez soi, du petit jeune, du petit vieux, de la petite mamie, de l'apiculteur, de l'industriel, voilà, tout le monde jouerait le jeu et on serait plus reconnus pour ça. Là-dessus, la moutarde a été très forte. Même la crème de cassis, aujourd'hui, le pain d'épices, les touristes viennent encore pour ça, et ça se perd quand même, quoi. On prend la génération de moins de 40 ans, ils ne sont pas très fans de pain d'épices. Voilà. Il y avait une question tout au fond, excusez-moi. C'est celui que vous préférez. Moi, je vais vous dire, c'est Dijon. Mais non, mais en termes de tradition, je trouve que les Alsaciens sont bien plus forts que nous. Voilà, je trouve que c'est eux qui perpétuent le mieux la chose. Ils organisent encore beaucoup de choses. La Champagne, je pense, a été... pour ceux qui connaissent, les biscuits roses, c'est la maison Fossier qui fabrique ça, le biscuit de Reims. Et ils ont repris toute la fabrication quasiment champenoise du pain d'épices. Étant un industriel, ils l'ont abîmé. Si je dois hiérarchiser aujourd'hui, en tout cas faire un classement de ceux qui portent le mieux le pain d'épices en France, malheureusement, c'est en 1 l'Alsace, en 2 la Bourgogne, en 3 la Champagne. Mais le meilleur n'est pas très loin souvent. Je veux être prétentieux, mais je sais très bien qu'il y a des gens qui font ça mieux que mieux aussi. Oui, pardon. Du coup, ça répond peut-être un peu aussi aux questions que vous avez posées pendant votre présentation, mais sur les occasions de consommation, je trouve que le pain d'épices est maintenant beaucoup associé à Noël. Est-ce que c'est la rareté qui a fait que c'est devenu un produit de luxe, donc de fête, ou à quel moment le pain d'épices, ça a été égal à Noël? Bah déjà parce que à Noël, vous avez remarqué, alors encore une fois, avant, mon père me racontait qu'il avait mangé du foie gras une fois par an, c'était à Noël. Aujourd'hui, on peut manger du foie gras, allez, une fois par mois, enfin voilà, ou peu importe l'endroit, il y a des gens qui mangent du foie gras, en tout cas plus souvent qu'avant. Donc, comme c'était Noël, c'était à ce moment-là qu'on mettait les denrées alimentaires riches, à tous les sens, voilà, on mangeait ça comme ça.
c'est lié aussi à la baisse de la foi en France, je pense. C'est-à-dire qu'avant Pâques, c'était sacré. Aujourd'hui, Pâques, c'est souvent un week-end entre amis. Donc c'est aussi lié à ça. Et finalement, oui, aujourd'hui, on l'associe plus qu'à Noël. C'est plus dans les baptêmes, c'est pareil, les baptêmes, les fêtes, etc. Voilà. C'est plus un produit qui a du charme. Voilà. Encore une fois, on doit parler du miel. En même temps, il y a des miels qui sont très 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 mauvais, qui n'aident pas non plus à l'image. Il y a un ensemble de choses là-dessus. Voilà. C'est pour ça que j'aimerais qu'on se remue à ce niveau-là, mais il faudrait se mettre autour d'une table. Il y a un exemple, j'ai encore un peu de temps. Non Alors j'avoue que vu qu'on n'est plus trop sur les plannings de base, j'ai plus forcément, mais... En une minute, pour vous donner un exemple. Comment on peut relancer un produit? Je ne vais pas vous dire comment on le fait pour le pain d'épices, sinon je l'aurais déjà fait. Même si on se développe, hein, je ne dis pas ça, mais le marché global. Pour ceux qui connaissent l'histoire du reblochon et de la tartiflette. La tartiflette est une recette, contrairement à ce qu'on croit, qui est née dans les années 80. Pourquoi? Parce que les coopératives de reblochon, il faut savoir que le reblochon était un produit qui n'avait pas la cote, c'est une deuxième traite des vaches. D'ailleurs, pourquoi c'était cette traite-là? C'était celle qui n'était pas taxée à l'époque. Donc, ils se réunissent, ça marche plus, on va tous mourir, les gars, ça va pas, etc. Et là, il y en a un qui a l'idée de génie, il fait tartiflette. Et évidemment, aujourd'hui, le reblochon est redevenu un produit non seulement à forte consommation par la tartiflette, mais qu'on retrouve aussi sur des plateaux de fromage, chose qu'on n'aurait jamais vu avant. Pour vous donner une idée, que je n'ai pas aujourd'hui pour ça, mais c'est pour ça qu'il faudrait se réunir tous les fabricants, mais même nationaux. Voilà, il faudrait redorer l'image et voilà. Voilà. Merci.